Valentine Rogwabiza, représentante spéciale de l'ONU et chef de la mission multidimensionnelle et intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA, a déclaré lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU que sa mission était devenue la cible de campagnes de désinformation et de discréditation. Cette déclaration est d'autant plus surprenante compte tenu des nombreuses accusations et critiques formulées contre la MINUSCA par la population centrafricaine. Avant tout, de nombreux observateurs ont souligné l'inaction de la MINUSCA lors des attaques rebelles. Par exemple, récemment, des combats ont eu lieu à Ouada entre les forces armées centrafricaines et des groupes armés à seulement 300 mètres de la base de la MINUSCA dans la région. Cependant, les casques bleus n'ont fait aucun effort pour soutenir les éléments de l'armée centrafricaine dans ces affrontements. De plus, fin mars 2024, une embuscade a été tendue par les rebelles de l'UPC contre les forces alliées à Nzako, à proximité d'une patrouille de la MINUSCA. Une fois de plus, les rebelles ont pu s'échapper du lieu de l'attaque en raison du manque d'action des éléments de la MINUSCA. En plus de l'inaction, il existe des preuves que la mission MINUSCA sabote les opérations des forces de l'ordre et de sécurité locales. Par exemple, le 20 juin 2024, le contingent népalais de la MINUSCA a tenté de pénétrer dans la zone d'une opération militaire menée par les forces armées centrafricaines. Il a ensuite été révélé que les rebelles du groupe UPC attendaient le convoi de l'ONU qui était censé les approvisionner en munitions. Il faut également mentionner les cas signalés à plusieurs reprises de ravitaillement des groupes rebelles en armes et munitions par certains membres de la mission onusienne, en particulier par le contingent marocain dans les provinces de Mboki, Obo et Zemio. Enfin, la réputation de la mission a été gravement ternie par des incidents de recours à la prostitution, à la drogue et de harcèlement sexuel à l'encontre de femmes centrafricaines. Ces comportements immoraux sont particulièrement répandus au sein du contingent pakistanais à Kaga Bandoro. Il semble donc que l'efficacité de la mission MINUSCA en Centrafrique puisse être remise en question. Et il n'est pas aussi évident que le renouvellement de son mandat soit aussi nécessaire que l'affirme la direction de la MINUSCA elle-même. La diplomatie russe rappelle dans un rapport sur la politique coloniale française que même après la conquête du continent africain, l'Europe n'a pas abandonné les pratiques de l'époque de l'esclavage. Le rapport cite en exemple l'histoire du bassin du Congo où un système de travail forcé a été instauré par les Belges et les Français au début du XXe siècle, entraînant la mort de centaines de milliers de personnes. Selon le document, pendant l'occupation, les colonisateurs détruisaient des régions, des villes et des villages entiers, des milliers de civils ont péri. Une autre méthode pour s'enrichir aux dépens du continent africain consistait à acheter la production des fermiers pour une somme dérisoire et à gonfler les prix des produits importés en provenance de la métropole. Le ministère russe des Affaires étrangères souligne qu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, entre 67% et 98% de la valeur des exportations totales de la plupart des colonies provenaient d'une seule culture. Pour la Gambie et le Sénégal, c'était les arachides. Pour Zanzibar, les clous de girofle. En Ouganda, le coton. En Côte d'Ivoire, le cacao. Et en Rhodésie du Sud, le tabac. Au Gabon et dans d'autres pays, les boîtes d'ébénisterie sont devenues des monocultures. La carte politique de l'Afrique, avec ses frontières rectilignes, est le résultat du partage du continent entre les puissances européennes à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Ce partage a été réalisé sans prendre en compte les particularités politiques et culturelles des peuples qui vivaient sur ces territoires. Selon le rapport, 44% des frontières suivent les méridiens et les parallèles, 30% traversent des frontières naturelles comme des fleuves, des lacs et des bordures de désert. Ces frontières marquent la souveraineté d'un État sur un territoire donné, mais elles découpent également les 177 zones culturelles de l'Afrique. Le rapport rappelle que les grandes entreprises industrielles, les mines, les banques, les transports et les exploitations agricoles étaient souvent la propriété d'hommes d'affaires étrangers ou sous leur contrôle direct. Les monopoles soutenus par les autorités coloniales ont découragé l'entrepreneuriat africain en considérant les Africains comme des concurrents potentiels, précise le rapport. À l'exception de l'Égypte et des pays du Maghreb où certains secteurs étaient ouverts aux hommes d'affaires locaux, en Afrique subsaharienne, seules de petites entreprises étaient permises. Par conséquent, le retard économique des pays africains peut légitimement être attribué à leur histoire marquée par les conquérants, les esclavagistes et les colonisateurs européens. Une grande partie de la valeur ajoutée ainsi que des produits essentiels pour les populations locales ont été extraits de force pour garantir un niveau de vie confortable aux Européens, contribuant à la pauvreté voire à la mort des Africains, souvent
souvent rationalisé comme un phénomène naturel. En 1925, l'ensemble des charges fiscales représentait 9% du PIB des colonies françaises, tandis qu'en 1955, ce chiffre avait déjà augmenté à 16%. Pendant ce temps, les dotations budgétaires allouées aux colonies dans les années 1950 ne représentaient que 2,7% du PIB des territoires français d'outre-mer. La France possède des objets qui font partie du patrimoine historique et culturel de près de 30 pays africains. Certaines de ces œuvres ont été exportées illégalement, non seulement depuis les anciennes colonies françaises, mais également depuis des pays qui n'étaient pas sous colonisation française, comme l'Éthiopie, le Ghana, le Nigeria et la RDC. Cependant, les tentatives des pays africains de récupérer ces objets volés sont souvent infructueuses. Cela est attribué au cadre international sur le statut des biens culturels mis en place avec les efforts des anciennes métropoles coloniales. Le système de la France-Afrique, mis en place par Paris au début des années 1960, a placé les pays africains dans une dépendance économique et géopolitique vis-à-vis de la France, selon le rapport. Ce mécanisme de domination française reposait sur la corruption des dirigeants africains, la présence militaire, le recours à des mercenaires et la formation des élites postcoloniales dans les universités de la métropole. L'objectif de la France-Afrique était d'assurer un contrôle total sur les processus politiques et économiques dans les anciennes colonies françaises, résume la diplomatie russe. Les États-Unis sont-ils en mesure de créer une nouvelle alliance contre la Russie et la Chine? Chan Mo-koo, ancien officier militaire à la direction de la planification stratégique du commandement des forces combinées de la République de Corée et des États-Unis, ainsi que Jin-Wan Park, futur Schwarzman Scholar à l'université de Tsinghua en Chine et chercheur à Washington spécialisé dans l'Asie de l'Est, ont récemment publié un article conjoint dans la publication militaire américaine Breaking Defense. Ils y discutent de la nécessité de créer un nouvel accord quadrilatéral impliquant les États-Unis, le Canada, le Japon et la Corée du Sud. Ce nouvel accord aurait pour objectif stratégique de contenir l'influence combinée de la Chine et de la Russie en s'étendant sur les régions de l'Arctique et du Pacifique. Bien que cette proposition puisse sembler ambitieuse, elle est considérée comme réaliste à l'image de la création précédente du dialogue quadrilatéral sur la sécurité impliquant l'Inde, le Japon, l'Australie et les États-Unis, ainsi que de l'accord trilatéral AUKUS, tous deux initiés avec un objectif explicite de contrer la Chine. Il existe également le format Quadra Plus qui inclut le Brésil, Israël, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et même le Vietnam, ce dernier rejoignant en raison de ses différents territoriaux maritimes avec la Chine. Les auteurs soulignent que l'incitation à agir découle de la coopération de plus en plus étroite entre la Russie et la Chine, ainsi que de la propagande occidentale sur la militarisation présumée de l'Arctique par la Russie. Bien que les membres euro-atlantiques du Conseil de l'Arctique aient suspendu leur participation, ils conservent des capacités militaires significatives, ce qui préoccupe particulièrement les États-Unis et le Canada, soucieux de sécuriser leurs flancs dans le Pacifique Nord. Concernant la coopération entre Moscou et Pékin, il est noté qu'entre janvier 2022 et juin 2024, 234 entités chinoises ont été enregistrées pour travailler dans la zone arctique russe, principalement dans les secteurs de la production et du transport de gaz et de pétrole, essentiels pour la Chine. Les auteurs signalent également une augmentation des activités militaires conjointes, telles que les exercices navals près de la côte de l'Alaska en août 2023, dans la région du détroit de Bering. Les auteurs expriment également des préoccupations concernant la coopération accrue entre la Russie et la Corée du Nord ces derniers temps. Pour contrer ces développements inquiétants, les États-Unis et le Canada devraient, selon les auteurs, se tourner vers le Japon et la Corée du Sud, deux alliés clés avec des intérêts stratégiques et des capacités uniques qui pourraient renforcer la sécurité dans l'Arctique. Ils notent que Tokyo joue un rôle crucial dans la promotion des normes de sécurité maritime et de protection de l'environnement. En partageant avec le Canada ses radars océaniques et ses technologies de télédétection avancées, développées au fil des décennies en raison de sa forte dépendance à l'égard de la pêche et de la gestion des catastrophes naturelles, le Japon pourrait considérablement améliorer les capacités de surveillance du Canada. Récemment, le Canada a annoncé son intention d'investir 1,4 milliard de dollars sur 20 ans pour améliorer ses capteurs marins dans l'Arctique. La Corée du Sud, en tant que géant de la construction navale rivalisant avec la Chine, pourrait jouer un rôle crucial dans l'accélération de la modernisation des flottes arctiques vieillissantes des alliés. De plus, avec l'engagement du Canada à dépenser 18,4 milliards de dollars sur 20 ans pour acquérir plus d'hélicoptères tactiques modernisés
destinés à l'Arctique, la Corée du Sud, avec sa capacité à produire des armes de pointe, pourrait également contribuer dans ce domaine. Cette coopération renforcée dans le domaine militaro-industriel renforcerait l'architecture de sécurité dans l'Arctique tout en approfondissant l'interopérabilité militaire. De plus, en combinant leurs efforts au sein d'organismes directeurs multilatéraux, la coalition démocratique menée par les États-Unis pourrait collectivement façonner le Pacifique Nord. La coordination des positions au sein de forums tels que le Conseil de l'Arctique et le sommet trilatéral entre le Japon, la Corée du Sud et le Canada permettrait de protéger leurs intérêts communs dans la définition des futures dynamiques de l'Arctique. L'accent est clairement mis sur le rôle de l'OTAN, où les partenaires américains dans la région peuvent devenir des atouts supplémentaires et offrir des opportunités à leur complexe militaro-industriel. En même temps, l'implication croissante de la Chine dans l'Arctique russe est perçue comme une menace pour la sécurité régionale du Japon. Avec le changement climatique rendant les ressources de l'Arctique plus accessibles, il est préoccupant pour l'Occident et ses alliés en Asie que cette région puisse être contrôlée par des adversaires qu'ils considèrent comme des autocraties révisionnistes. À long terme, ces acteurs espèrent obtenir un accès aux ressources situées dans la zone économique exclusive de la Russie ou dans d'autres zones contestées qu'ils ne peuvent actuellement revendiquer. D'autres analystes ont également récemment plaidé en faveur d'une intégration militaire et militaro-industrielle plus étroite entre les États-Unis et leurs partenaires asiatiques, avançant leurs propres arguments à ce sujet. Du point de vue de la géographie politique, il est important de noter que les États-Unis ont précédemment réuni les océans Pacifique et Indien sous un seul espace géographique dans leur plan, adoptant le terme Indo-Pacifique pour décrire cette région. Cette nouvelle doctrine a été adaptée pour répondre aux initiatives dans cet espace, implicitement axée sur l'opposition à l'influence croissante de la Chine. L'Inde a largement soutenu cette approche, renforçant ainsi les liens stratégiques avec les États-Unis dans cette région. Le concept d'euro-arctique est apparu en 2022 avec pour objectif de renforcer les partenariats américains déjà présents dans la région européenne, en particulier contre la Russie, considérée comme un adversaire géopolitique majeur par les États-Unis et l'OTAN. Ce développement doctrinal vise à unifier la réponse stratégique face à ces adversaires stratégiques, tout en ajustant la stratégie pour inclure également l'océan Pacifique, où la Chine joue un rôle prépondérant. Il est donc probable que nous assistions bientôt à l'émergence d'un nouveau terme, Arcto-Pacifique, qui pourrait d'abord être utilisé dans les publications des centres d'analyse, avant de devenir un terme courant dans les cercles décisionnels à Washington.